sommaire de ce journal, le Premier ministre ivoirien a reçu le prix du meilleur ministre de l'économie et des finances d'Afrique subsaharienne. Il le dédie à son gouvernement et exhorte les ministres à en faire davantage pour une croissance économique partagée des populations. La ville de Guiglo, située à 600 km à l'ouest d'Abidjan, a abrité le lancement d'une campagne nationale de désarmement communautaire. L'opération pilotée par l'ADDR vise à amener les différentes communautés à déposer les armes afin de bénéficier des programmes de développement. La barre des 4000 morts franchis par le virus Ebola, 7 pays sont maintenant touchés. Selon le dernier bilan de l'OMS, et l'aide internationale est jugée insuffisante par rapport à la progression de la maladie. Bienvenue dans le 13h de ce dimanche 12 octobre sur RTI 1. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à la commune de Marcory. Les autorités municipales y ont lancé une opération de salubrité. Elle est dénommée Marcory commune propre, commune chic. Comment se passent les choses sur le terrain? Quelles sont les actions déjà menées et qu'est-ce qui reste à faire? Monsieur Abi Raoul, maire de la commune, également vice-gouverneur du district d'Abidjan, est avec nous et il va répondre à ces questions. Bonjour monsieur le maire. Bonjour madame. Eh bien, nous revenons à vous tout à l'heure dans une trentaine de minutes, le temps de faire le point de l'actualité. Et direction Washington, aux États-Unis d'Amérique, Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre et ministre de l'économie et des finances ivoirien, désigné meilleur ministre de l'économie et des finances d'Afrique subsaharienne. Cette distinction du magazine américain Emerging Markets lui a valu un prix qu'il dédie à l'ensemble de son gouvernement. Sylvie Touré. Il lui a fallu 2 ans pour convaincre. 2 années à la tête du gouvernement pour se distinguer et séduire l'équipe éditoriale de Emerging Markets, le magazine américain des marchés émergents. Daniel Kablan-Duncan figure sur la shortlist des lauréats 2014. Il a reçu le prix de meilleur ministre de l'économie et des finances d'Afrique subsaharienne. Un honneur que le Premier ministre refuse de savourer tout seul. Ce prix, c'est d'abord au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à qui revient ce prix. En ce sens que, comme vous le savez, il veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Et c'est conformément à ces indications que l'ensemble de l'équipe gouvernementale travaille. Donc ce prix va d'abord au président de la République. Je voudrais associer donc à ce prix les membres du gouvernement, parce que c'est l'équipe qui a travaillé. Une performance reconnue et saluée, mais ce n'est qu'une étape, assure Daniel Kablan-Duncan. Pour lui, le véritable challenge est de faire en sorte que cette croissance soit partagée de tous les Ivoiriens et qu'elle se ressente davantage dans les assiettes et dans le quotidien. C'est vraiment la grande étape, c'est celle de l'inclusivité. Ça a commencé quand même, parce que même si on n'a pas encore atteint le top, mais il faut quand même noter qu'il y a eu l'augmentation. Disons que du SMIC, qui est passé quand même de 36 000 à 60 000. Il y a eu le déblocage des salaires des fonctionnaires. Il y a eu une augmentation récente au niveau donc, du prix du cacao, qui est passé de 750 à 850. Il y a toutes les actions pro-pauvres qui augmentent à un rythme de 20% en moyenne par an. Donc on va vers l'inclusivité. Et ce projet de croissance inclusive connaîtra un coup d'accélérateur, promesse de Daniel Kablan-Duncan, qui rejoint désormais la catégorie des meilleurs ministres de l'économie et des finances au monde. Réaction de 2 proches collaborateurs du chef du gouvernement après cette distinction. Les ministres Kabaniale, chargé de l'économie et des finances, et Abdourahmane Sissé, en charge du budget. Nous avons participé à la cérémonie de remise du prix du meilleur ministre des Finances de l'Afrique subsaharienne, qui a été décerné à notre très cher Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget. Vous m'avez demandé de le résumer en 3 points. Je pense que c'est travail, travail et travail. Donc c'est une personne très compétente, qui est très méticuleuse et qui nous a permis les dernières années de pouvoir mettre en œuvre le programme décidé par le chef de l'État, qui nous a permis notamment d'avoir le taux de croissance que nous avons connu et bien entendu toutes les retombées économiques que nous voyons en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le bon travail qu'il fait pour mettre en musique toute l'équipe gouvernementale, pour faire en sorte que nos différentes contributions s'harmonisent, qui permettent de donner ce bon résultat. Et je pense que c'est un prix qu'il a amplement mérité et je voudrais l'en féliciter sincèrement.
Approuvé en septembre 2011, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC vise à appuyer le gouvernement ivoirien dans la lutte contre le chômage. Il a pour mission d'améliorer l'accès aux opportunités d'emploi et de développement des compétences des jeunes ivoiriens de 18 à 30 ans. Quelles avancées depuis sa création? La réponse dans ce reportage signé Serge Coléa. La promesse d'1 million d'emplois d'ici à 5 ans, faite par le chef de l'État, se précise. Le 1er janvier 2014, lors de son adresse à la nation, le président de la République est largement revenu sur le sujet. L'emploi, particulièrement l'emploi des jeunes, demeure une priorité. L'objectif de création de 1 million d'emplois sur 5 ans est toujours à notre portée. Pour atteindre cet objectif, plusieurs structures ont été créées, au rang desquelles le PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Un projet né en septembre 2011 de la volonté du chef de l'État. Le PGDEC il est financé donc, par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Il est bon donc de préciser que ces 25 milliards, ce n'est pas seulement pour le volet mise en stage. Vous avez plusieurs volets de projet. Vous avez le volet formation professionnelle pour donner la possibilité à ceux qui ont des formations qui ne sont pas recherchées par le secteur productif d'avoir une requalification pour avoir accès donc aux entreprises. Vous avez aussi le volet entrepreneuriat pour ceux qui veulent créer leur propre entreprise. Pour joindre l'acte à la parole, plus de 20 000 jeunes âgés de 18 à 35 ans ont déjà bénéficié de stages en entreprise grâce au PGDEC, le projet Emploi et Développement des compétences, avec notamment des stages rémunérés. Ces jeunes sont comptables, électromécaniciens, plombiers ou énergéticiens. Parmi eux, 215 bénéficiaires du PGDEC sont recrutés par l'UTEXI après 8 à 9 mois de stage. À l'UTEXI, ici, je suis soudeur à l'atelier comme soudure. Il y avait des offres qui correspondaient à mon profil, donc j'ai postulé et c'est ainsi que j'ai été retenu à UTEXI de Dimokro. Et présentement, je suis dans la section finition tissage. J'ai fait le lycée professionnel d'Aoukro et après ma formation du froid et la climatisation, j'étais avec des particuliers et Dieu merci, j'ai bénéficié du projet PGDEC et je me suis retrouvé ici. La GEP, la structure technique chargée de la sélection des postulants. Faire en sorte que tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont en quête d'emploi puissent bénéficier des mêmes services. Le PGDEC prend aussi en compte les travaux à haute intensité de main-d'œuvre appelés TIMO. Les TIMO sont destinés aux personnes sans qualification. La question de l'emploi des jeunes demeure une priorité pour le gouvernement ivoirien qui entend multiplier les initiatives. Dans la loi de finances de 2015 qui est en discussion actuellement au sein du gouvernement, des avantages ont été prévus par mon département ministériel au profit des entreprises qui feront de la question du stage et de l'emploi des jeunes une des priorités. N'oubliez pas que le Premier ministre l'a déclaré, 2014-2015, c'est vraiment l'année de la lutte contre le chômage de la jeunesse, donc l'année de l'emploi. Le commissariat de Lakota, zone ouest de la Côte d'Ivoire, réhabilité avec l'appui de l'ONUCI, est ouvert par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Un nouveau commissariat va également voir le jour et la première pierre a été posée par le ministre Ahmed Bakayoko. Le reportage de Franck Kouadio. Lakota. À quelques 190 km d'Abidjan, la tranquillité de la cité mise à rude épreuve le vendredi 10 octobre, et cela pour 2 jours. La ville reçoit le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Une visite pour s'imprégner des réalités et des potentialités de Lakota en matière de développement. Ici, plusieurs chantiers après une sortie de crise durement vécue. Le premier, la sécurité. Un commissariat d'ailleurs pillé durant la crise post-électorale. Un lointain souvenir désormais. La mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, ONUCI, vient de procéder à la réhabilitation de l'outil visité par Ahmed Bakayoko, qui pour l'occasion a offert 5 motos et du matériel informatique. Un commissariat
et un deuxième pour bientôt. Ouvrage de la tutelle, la première pierre posée par le ministre d'État. Deuxième chantier, la santé. Le dispensaire d'Akabrebois, village de la commune, inauguré, une initiative de la municipalité financée à hauteur de 58 millions de francs CFA. Et plus tard dans la soirée, une visite de la grande place de la Kota, réhabilitée par la mairie. Une façon pour Sami Méry, premier responsable, de donner un visage à neuf à sa localité. Des efforts salués par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko encourage toutes les forces vives à s'engager dans la durée pour la réussite de la politique de décentralisation source d'émergence prônée par le chef de l'État. Les maires doivent être au service des populations, doivent apporter des solutions concrètes aux besoins prioritaires à côté de l'État. Ainsi, nous aurons une décentralisation qui est active et qui est un vrai complément, qui est une vraie prolongation de l'action de l'État. Une présence à la Kota mise à profit pour saluer la mémoire de l'icône de la musique ivoirienne François Louga, fils de la région, mais surtout une visite à Issia dans la matinée pour soutenir la famille et la population de cette cité dont le maire Ali Silla est décédé le 5 octobre dernier. Lancement de la campagne nationale de désarmement communautaire à Guiglo, ville située à 600 km à l'ouest d'Abidjan. L'opération pilotée par l'ADDR vise à amener les différentes communautés à déposer les armes afin de bénéficier des programmes de développement. Abou Sanogo. Le premier adjoint au maire de la commune de Guiglo, remettant un couteau au directeur général de l'ADDR. Geste suivi par Cécile Ba en guise d'adhésion à la campagne nationale de désarmement communautaire. Il s'agit à travers cette opération d'inviter les communautés à convaincre leurs enfants sur la nécessité de déposer les armes. À cette occasion, Fidel Sarasoro, directeur général de l'ADDR, a invité les différentes communautés des départements de Guiglo, Diokwe, Bleu-les-Quins et Toulepleu à convaincre ceux qui ont des armes chez eux encore à les rendre, mais aussi à déposer celles qu'elles détiennent en commun. Il a souligné que le désarmement communautaire est un contrat de confiance entre l'ADDR, ses partenaires et les populations. Dès que vous nous donnez vos armes, nous allons réaliser une action de développement pour votre communauté. Plus la quantité d'armes déposées est grande, plus notre contribution sera forte. On pourra vous aider à refaire ou agrandir l'école ou le centre de santé, à construire un puits, à réparer une pompe, ou à acheter un moulin pour les femmes, ou à refaire une piste rurale. Le préfet de région de Guiglo a exhorté la population à soutenir l'opération afin de contribuer à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Je vous exhorte par conséquent à marquer votre totale adhésion aux différentes activités entreprises par les deux entités afin que la région du Cavali soit débarrassée pour toujours des violences intercommunautaires, des viols, des braquages. Les populations, quant à elles, s'engagent à aider l'ADDR et ses partenaires à réussir l'opération. Je rends mon âme pour la sécurité de mes enfants et pour la paix. Nous allons redoubler d'efforts pour qu'il y ait encore plus d'armes à déposer. Il n'y aura même pas un couteau qui a combattu ici dans la région. Déjà 250 armes, 30 grenades, 100 obus de mortier et des milliers de munitions ont été collectées par l'ADDR et ses partenaires, la Comnat ALPC, l'ONUCI et l'UNMAS. La campagne se poursuit dans le Cavali et le Guemont jusqu'au 21 octobre. Remise de kits téléphoniques à l'administration publique de la sous-préfecture d'Ananda dans la région de Lifou. Sont principalement concernées les régions enclavées et privées des services de télécommunications de base, notamment le téléphone et Internet. Hugues Veblé. Vous pouvez voir qu'il y a là un routeur, là un combiné téléphonique. La remise officielle des kits téléphoniques par le ministre de la Poste et des TIC, un soulagement pour le préfet de Pricro. C'est en effet la fin des difficultés de communication téléphonique dans les zones enclavées de Lifou. On peut communiquer partout, facilement, on peut même se déplacer avec l'appareil. Et vous voyez, vraiment, c'est une innovation de taille. Et nous remercions vraiment le président de la République. La technologie sans fil a été choisie pour équiper l'administration préfectorale, les centres de santé et les brigades de gendarmerie des localités anciennement enclavées des départements de Daoukro et Pricro. Son bon fonctionnement a été prouvé au cours du premier appel officiel
Il a été passé au président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, fils de la région de Lifou. Allô? Allô? Allô, Excellence, Monsieur le Président. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue à la dame. L'AMSUT, l'Agence nationale du service universel de télécommunications, est chargée de déployer sur tout le territoire le réseau qui permettra d'offrir les services de télécommunications de base, téléphonie et Internet. Pour le gouvernement, il s'agit à terme de mettre ces services à la disposition de toute la population, celle notamment des zones enclavées. L'outil de télécommunication est essentiel pour la performance. Que ce soit pour le privé ou pour le public, nous n'avons plus de choix à faire, nous n'avons plus d'options. Il s'agit d'une obligation pour nos États, obligation que nos gouvernements qui incarnent ces États doivent mettre en œuvre. Le gouvernement ivoirien, qui a officiellement lancé dans la sous-préfecture d'Ananda la remise de kits téléphoniques à l'administration publique, vise à terme l'équipement de près de 5000 localités jusque-là enclavées. Le conseil municipal de Yamoussoukro lance une campagne d'appui à la scolarisation dans plusieurs quartiers et villages communaux. Des salles de classe équipées et des kits scolaires ont été offerts pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Christelle Nda à Mississoko. L'éducation et la santé sont deux axes prioritaires de la politique de développement de proximité du conseil municipal de Yamoussoukro. Il a démarré une vaste campagne d'appui à la scolarisation en vue de soutenir des quartiers et villages communaux. Ce sont au total des salles de classe, des tables banques, des kits scolaires et des bureaux pour enseignants qui ont été offerts par le maire au village Djamalo, premier bénéficiaire. Vous accueillez les enfants à partir de 5 ans qui savent parler à peine leur langue maternelle et vous en faites des spécialistes de la langue de Molière. Vous êtes méritants. L'une de nos préoccupations essentielles, c'est de construire des écoles dans chaque village, dans chaque quartier de la commune de Yamoussoukro. Il faut que dans chaque village de la commune de Yamoussoukro, il y ait une école primaire, une école maternelle, afin que l'héritage que le président nous a laissé en nous disant 100% de scolarisation, et afin que cet héritage-là soit entretenu. L'école régionale la plus grande et ancienne a également reçu la visite du conseil municipal. Pour compléter l'existant, le maire a construit 4 salles de classe pour l'école maternelle, 3 pour le primaire, des bureaux de maîtres et des tables bancs. L'objectif à terme de cette campagne, doter chaque village d'un groupe scolaire avec logement de maîtres. Parlons santé, l'Association des chrétiens républicains de Côte d'Ivoire annonce une caravane d'information et de sensibilisation sur les mesures à observer pour éviter la fièvre Ebola. Cette caravane va sillonner toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Mamadou Traoré, Francis Boifo. L'amour du prochain, gage d'une réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, selon l'Association des chrétiens républicains. C'est faire en sorte qu'il y ait la réconciliation, le pardon, et qu'on se retrouve, qu'on s'aime entre nous, pour que Dieu aide notre pays aimé de Dieu. Quand un pays est aimé de Dieu, ça veut dire que les habitants doivent s'aimer. Réagissant à l'actualité dominée par la fièvre à virus Ebola, la présidente de l'Association des chrétiens républicains a soutenu les actions déployées par le gouvernement et les organismes pour endiguer ce fléau. Un combat auquel son association entend se joindre bientôt par le lancement d'une caravane nationale de sensibilisation à travers le pays. Dans la durée, à partir du mois de mai prochain, nous allons sillonner avec les speakers en langue vernaculaire, les hameaux, les villes, pourquoi pas aller au-delà de la Côte d'Ivoire pour parler, pas seulement de la fièvre Ebola, mais pour parler de l'amour, de la réconciliation, de nous aimer. C'est vrai qu'il y a une structure, mais on n'est jamais assez pour parler de l'amour, de la réconciliation. Créée en 2000, l'Association des chrétiens républicains revendique à ce jour plus de 200 membres.
Le VIH-Sida, un autre fléau contre lequel le monde entier livre bataille. En Côte d'Ivoire, des organisations non gouvernementales sont formées à l'élaboration de documents de gestion des projets afin de rendre cette lutte plus efficace. Le reportage de Félix Amani est commenté par Serge Coléa. Le taux de prévalence en Côte d'Ivoire de l'infection du VIH-Sida est passé de 9,7% en 2001 à 3,7% à ce jour. Cette amélioration des chiffres est le fruit des efforts conjugués des partenaires internationaux et nationaux, de la société civile et des organisations non gouvernementales ONG de lutte contre le sida. Le Fonds national de lutte contre le sida, FNLS, instrument gouvernemental de financement des projets de lutte contre le sida, a fait un constat majeur. Plusieurs ONG ont une faible capacité d'élaboration des documents et de gestion des projets. Conséquence, une faible capacité de mobilisation des ressources. Pour résoudre ce problème, le FNLS a sollicité Alliance Côte d'Ivoire pour renforcer les capacités des ONG de lutte contre le sida à travers une formation soldée par la remise d'attestations. Désormais, ces ONG sont mieux outillées pour monter un projet de lutte contre le sida. Elles pourront ainsi mener avec plus d'efficacité leurs actions sur le terrain. Le programme national de cohésion sociale initie une consultation nationale. Il s'agit de mettre en place une infrastructure de paix en Côte d'Ivoire et elle va être chargée de prévenir et de régler tout conflit qui pourrait subvenir dans le pays. C'est un reportage signé Herman Yamia. Une structure forte, consensuelle, capable de prévenir et de régler les conflits qui pourraient naître en Côte d'Ivoire, c'est ce à quoi aspire le PNCS, le Programme national de cohésion sociale et le WANEP Côte d'Ivoire. En initiant cette consultation nationale, ils entendent contribuer au renforcement des initiatives nationales de consolidation de la paix par la mise en place d'une infrastructure de paix en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont soif de paix. Les Ivoiriens ne veulent plus vivre ce qu'ils ont vécu en 2010 et en 2011. Et donc pour anticiper, nous sommes en train d'organiser cette consultation pour trouver pour la Côte d'Ivoire une structure qui permette aux Ivoiriens de vivre en paix. C'est une structure qui va être proactive. Ce n'est pas juste pour gérer les crises, mais c'est pour aussi prévenir les crises. Donc il y aura des programmes d'éducation à la paix, des programmes d'alerte précoce. Cet atelier de consultation nationale a mobilisé une quarantaine de personnes issues de plusieurs structures. Entre autres, des représentants du Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels, du Forum des confessions religieuses, des ONG et des partis politiques. Le FPI est toujours partant pour une discussion sur la paix, où elle se déroule. Et notre contribution a consisté simplement à exprimer nos vœux en faveur de la paix, en faveur du règlement des conflits en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de loin. Et nous, notre objectif, c'est que ce pays puisse de façon définitive être en paix. Pour que le développement, la démocratie et le développement que nous recherchons puisse être un objectif qui ne soit pas hors de portée pour les Ivoiriens. Un des objectifs de cette consultation est de créer les conditions pour des élections apaisées en 2015. Et les initiateurs entendent tout mettre en œuvre afin d'atteindre les objectifs qui se sont fixés. 13h26, je vous le disais en début de journal, nous sommes ce dimanche en compagnie du maire de la commune de Marcory. Bonjour Monsieur Abirol. Bonjour Madame. Alors nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Que renferme l'opération Marcory, commune propre, commune chic? Alors d'entrée de jeu, il faut dire que lors de la campagne municipale, nous avons pris des engagements envers nos populations. Nous nous sommes assignés 15 objectifs et 65 engagements. La salubrité est le point numéro 1 de nos objectifs atteints et de nos engagements. Voilà pourquoi aujourd'hui nous lançons cette opération pour assainir durablement Marcory. Et comment se passe concrètement l'opération sur le terrain? Alors sur le terrain, pour démarrer l'opération, nous avions organisé des états généraux de la salubrité à Marcory, où toutes les forces vives, les leaders d'opinion, les chefs du village, tout le monde était rassemblé. Nous allions définir ce qu'il fallait faire pour redonner à Marcory son lustre d'antan. Alors figurez-vous qu'autrefois, dans les années 70, Marcory était appelé Marcory la coquette.
Makori a perdu ce label, nous donnons pour objectif de redonner à Makori son lustre d'antan. Donc ces objectifs, c'est tout simple. Un, c'est de libérer les trottoirs du parking du marché, du grand marché, qui est occupé par les commerçants. C'est de libérer les trottoirs et les caniveaux qui ont été occupés par les marchands. Il faut complètement les libérer. C'est de mettre les nids de poules partout où il y a des crevasses pour permettre aux populations, aux voitures de circuler tranquillement. C'est aussi de nettoyer Makori de ses pneus et des carcasses de véhicules qui traînent partout, ici ou là. C'est ce que nous avons essayé de faire. Et puis enfin, c'est de libérer le marché de Mérécré, qui est sur l'impact du 3e pont, pour permettre au chef de l'État, quand il viendra à Makori pour l'inauguration de ce 3e pont, soit accueilli favorablement. Et ça fait déjà 3 mois que le projet a été lancé. Est-ce que les actions que vous venez d'énumérer se passent aisément sur le terrain? Est-ce que vous rencontrez l'adhésion des populations? Oui, alors je voudrais saluer ici les braves populations de Makori pour leur dire toute mon admiration, parce qu'au départ, le conseil municipal et moi-même, nous avions eu quelques inquiétudes, que les populations étaient habituées depuis une dizaine d'années à vivre de manière anarchique. Il fallait revenir aux normes classiques. Donc, c'est vrai qu'au départ, on a eu quelques appréhensions. Et au fil du temps, les populations ont adhéré parce qu'il faut dire que depuis 3 mois, nous avions communiqué. Nous avions communiqué dans la presse, à la télé, et nous avions communiqué aussi avec nos populations. Nous avons rencontré, chaque fois que nous devons initier une opération, nous parlons aux populations pour leur montrer les bienfaits de l'opération spécifique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avant même que nos services arrivent sur le terrain, que les populations ont élevé les étals. Ça veut dire que ces populations sont conscientes que ce que nous faisons est bien pour elles. D'accord. Et est-ce qu'il y a un recasement qui est prévu pour ces populations? Oui, par exemple, le marché de Mérécré, l'État de Côte d'Ivoire a prévu 2 hectares à Cocody depuis 6 mois. Alors, depuis 6 mois, ces populations devaient partir. Elles ont hésité. Maintenant que la mairie a décidé de prendre les choses à bras le corps, je pense qu'aujourd'hui, ces populations sont parties. Les braves dames qui occupent le marché du Vatican à KBF, Colombo-Fulgence, ces dames occupaient les rues. Nous leur avons expliqué qu'on ne peut pas durablement occuper les trottoirs d'une commune pour faire commerce. On leur a expliqué, on a trouvé pour elles un petit espace. Aujourd'hui, elles ont libéré ces voies dans leur intérêt parce qu'à l'état actuel, si on ne faisait rien, en cas d'incendie, ça aurait été catastrophique. D'accord, et nous allons continuer sur les avancées de ce projet. Mais avant, un reportage signé Astou Touré et commenté par Serge Gongoma sur cette opération justement dénommée Makori Commune Propre, Commune Chic. En collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et la Nature, le maire Raoul Abi et le conseil municipal de Makori démarrent la phase opérationnelle du projet Makori Commune Propre, Commune Chic. C'est un projet qui va mobiliser près de 500 milliards de francs CFA. Le financement sera essentiellement assuré par des partenaires privés. Le projet se décline en 2 étapes. D'abord, la construction de nouvelles infrastructures et ensuite la réhabilitation de l'existant. La mairie cite, entre autres, la construction d'un hôtel communal digne de la commune de Makori, l'aménagement de la baie lagunaire, la modernisation du marché d'Anoumambo et de l'espace Milmaki, en plus d'un plat d'assainissement de la commune. Toujours dans l'optique de rendre cette commune agréable, coquette et propre, il est prévu un programme de curage des caniveaux, d'installation d'une brigade de salubrité, la libération définitive des parkings du grand marché et la pose de poubelles sur les grandes artères. Rappelons que le projet a démarré le 11 août dernier. C'était un reportage de Serge Gongoma. Alors, c'était un peu l'état des lieux de l'opération qui a démarré, comme vous le disiez tout à l'heure. On a vu que c'était sur financement privé. Alors, comment est-ce que ça se fait aussi concrètement? Oui, parce que la mairie de Makori, on a un budget assez modeste, un budget de près de 5 milliards, bon, 36 milliards. Mais dedans, on a voulu faire en priorité, faire de la salubrité la priorité des priorités. Donc, nous avons des partenaires qui veulent nous accompagner, qui veulent nous aider. Nous allons faire avec. Et d'ici 10 ans, je pense que nous allons redonner à Makori son lustre d'antan. Il faut le faire, c'est un impératif. Parce qu'on ne peut pas avoir l'échangeur qu'on a aujourd'hui à Makori, un échangeur émergent, et être dans une commune qui ne ressemble pas à son échangeur. Donc nous allons tout faire pour nous mettre à niveau, pour faire plaisir au chef de l'État et à nos populations. D'accord. Eh bien, les marchés ont été dégagés, les grandes voies aussi. Mais vous le disiez tout à l'heure, il y a des pneus. Et puis Makori est aussi indexé comme la commune où les mécaniciens occupent les trottoirs. Qu'est-ce qui est fait pour cela?
Alors, pour les mécaniciens, c'est vrai que nous sommes en pourparlers aujourd'hui avec le ministère du Commerce pour voir dans quelle mesure on va recaser tous ces mécaniciens pour leur permettre de libérer nos voies, pour permettre aux véhicules de circuler. Pour ce qui est des carcasses des pneus, nous avons commencé à le faire et nous le faisons. Et nous sommes aujourd'hui à 60% à peu près cette opération. Je pense que d'ici décembre, avant l'inauguration du 3e pont et de l'échangeur, nous serons à 100%. C'est comme pour les nids de poules, nous sommes aujourd'hui à 60%. L'opération continue. D'ici décembre, nous payons le pari d'être à 100%. Donc d'ici décembre, Makori sera vraiment la commune propre et chic que vous promettez? Absolument, madame. D'accord. Alors, il y a une brigade de salubrité qui est mise en place. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement sur le terrain? Alors aujourd'hui, la brigade de salubrité qui a été recrutée sur fonds propres de la mairie a pour rôle d'accompagner nos services techniques pour nettoyer nos communes, les rues de nos communes. Cette brigade de salubrité a pour mission, après que nous ayons initié les opérations de déguerpissement, de continuer de faire le suivi de ce travail. Nous avons donc recruté une trentaine de jeunes. Bientôt, nous allons attaquer la deuxième phase de l'opération. Nous allons dans chaque quartier mettre une brigade parce que la salubrité doit être la priorité des priorités. Absolument, parce qu'on se dit que quand on déguerpit, les commerçants, ils reviennent quelques mois ou bien même quelques semaines après et puis bon, ça revient comme avant. Oui, c'est pour cela que nous avions dit que pour faire la première opération, nous avions fait une communication de proximité. Communication de proximité doublée d'une communication nationale. Tout le monde, on a pris le peuple à témoin, on a pris les Ivoiriens à témoin. Nous avions donné des mises à demeure aux gens pour partir. Mais nous rappelons aux braves populations de Makori qu'une fois qu'on a décoloniser les espaces qu'ils ont colonisés pour faire leur commerce, il ne faudrait plus qu'ils reviennent. Parce que là, il n'y aura pas de préavis. On viendra, si quelqu'un est revenu à la place qu'on a déguerpi, on va faire partie de la personne sans préavis. Surtout qu'il y a des espaces maintenant qui leur seront dédiés. Tout à fait. Alors nous voulons leur dire aussi de nous excuser parce qu'on ne peut pas faire de développement sans mécontenter les gens. C'est vrai que nous avons un mandat qui est soumis à vote populaire. Il est risqué de prendre des mesures qui peuvent mécontenter des gens. Mais entre mécontenter un certain nombre de populations et puis satisfaire la majorité, le conseil municipal et nous-mêmes avons pris l'option de mécontenter certains. Nous leur demandons par avant de nous excuser, nous leur demandons pardon, et puis de permettre à Makori d'ici 5-10 ans de retrouver son lustre d'antan. D'accord, alors il y a certains établissements, on va dire, qui causent des nuisances sonores qui sont à côté des maisons, à côté des établissements à Makori. Est-ce qu'elles sont également incluses dans ce programme-là? Oui, alors la deuxième phase du projet Makori commune propre, commune chic, c'est de rentrer à l'intérieur des quartiers. Absolument. Donc je voudrais profiter de votre antenne pour dire à nos populations que l'opération ne s'arrête pas simplement aux grandes artères, que nous allons très bientôt rentrer à l'intérieur des quartiers pour sensibiliser nos parents. On ne peut plus se permettre d'avoir des boîtes de nuit à l'intérieur des quartiers. On ne peut plus se permettre de vivre, de transformer nos jardins publics en espaces, en maquis, en terrain de foot. Ce n'est plus acceptable. Il faudrait qu'on puisse rentrer dans un état de droit, parce que pour nous, c'est de l'incivisme. Que quelqu'un prenne un jardin public et le transforme en aire de jeu, ou en maquis, ou en boîte de nuit. Je pense que cela n'est plus acceptable pour une commune comme Makori, qui est une commune stratégique, puisque située à 5 minutes de l'aéroport, à 5 minutes du plateau, et bientôt avec le 3e pont, à 5 minutes de la résidence du chef de l'État, qui peut à tout moment nous rendre visite. On ne peut plus accepter que Makori vive dans les civissements notoires. D'accord, alors il s'agit aussi de démoustication de la commune. À quand cela est-il prévu? Dans la deuxième phase, parce qu'on a, dans la deuxième phase, quand nous rentrerons dans les quartiers, nous avons prévu un plan Marshall de salubrité pour Anoumabo et Aliodan. C'est deux quartiers qui nous sont chers, deux quartiers villages qui nous sont très chers, parce que nous vivons là, nous-mêmes, et dans ces quartiers-là, il faut faire quelque chose. Donc il faut commencer à démoustiquer, il faut dératiser, il faut rentrer dans ces quartiers-là et puis répondre aux besoins de nos populations. Ces deux quartiers pour nous qui sont des quartiers essentiels parce que c'est là que vivent la majorité des populations de Makori. Alors à combien d'habitants ce chiffre? À Noumabo, à Lyodan, on a à peu près 100 000 habitants. 100 000 habitants. Et Makori en tout? Makori, aujourd'hui, selon nos provisions, nous devons être entre 400 et 500 000 habitants. 400 et 500 000. Alors, il y a de nombreuses actions qui sont prévues pour la deuxième phase de votre opération. Alors, quand est-ce que cette deuxième phase va démarrer? Et puis, quand est-ce que ce sera la fin de la première phase? Comment on va évaluer déjà le succès aussi de cette première phase? Alors, la première phase, elle va finir à la fin du mois de novembre. Puisqu'il nous reste 3 opérations à terminer. La pose des poubelles qui va démarrer exactement dans une semaine. Et l'opération zéro puneux, zéro carcasse, où on est à peu près 60%, et puis les nids de poules à 60%. Lorsqu'on aura fini ces 3 opérations, nous allons démarrer la seconde phase qui va consister à rentrer véritablement dans les quartiers, et on va démarrer certainement vers début décembre.
Vers début décembre. Alors, elle va s'étendre jusqu'à quand aussi, cette deuxième phase? Et ça, c'est une phase qui va démarrer, qui va continuer pendant 6 mois. Et comme nous l'avions dit, nous voulons mettre ces projets-là dans le temps. Donc la brigade salubrité va continuer à travailler, ce sera de manière pérenne. On ne va plus s'arrêter, il faut faire le suivi pour ne pas que les anciennes blessures reviennent. Il faut véritablement qu'on soit à l'écoute, qu'on soit sur le qui-vive, qu'on puisse parler avec nos parents, les expliquer pour leur dire que ce n'est pas un coup de vent, que ce qui est fait profondément et sera fait durablement. Il faut qu'on réapprenne les anciennes méthodes désapprises pour apprendre à vivre véritablement en société. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, Makori, à l'instar, la Côte d'Ivoire, a été déconstruite pendant ces 10 dernières années. Il faut rebâtir, il faut reconstruire Abidjan, il faut reconstruire Makori, il faut reconstruire la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et puis, rappelons aussi que ces opérations sont faites à 100% pour un mieux-être des populations. Donc, elles ont intérêt à s'intégrer. Tout à fait. Vous avez parlé de sensibilisation. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour conclure cet entretien? Alors, pour d'abord leur dire merci pour la confiance. Merci aussi à la RT de donner l'opportunité d'expliquer le bien fondé de ce que nous faisons. Et nous disons à nos braves populations que ce que nous faisons, nous le ferons dans leur intérêt. Il faut qu'ils nous comprennent, qu'ils nous accompagnent, qu'on ne peut pas faire de développement vraiment sans qu'il y ait un minimum de désagréments. Et que ces désagréments-là sont naturels pour un bien-être demain. Merci, monsieur le maire. Eh bien, je rappelle, nous étions avec le maire de la commune de Marcory, également vice-gouverneur du district d'Abidjan. Il était question de l'opération dénommée Marcory Commune Propre, Marcory Commune Chic. Eh bien, nous allons parler maintenant de sport football. Vous le savez, les éléphants de Côte d'Ivoire ont joué hier et ont même remporté la rencontre. Aussitôt après le coup de sifflet final de la rencontre, les éléphants ont embarqué dans un vol spécial pour entrer à Abidjan. Et il faut indiquer qu'il n'y aura pas de repos car les Ivoiriens seront de nouveau face aux Congolais le mercredi pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Ce sera donc mercredi 15 octobre à 17 h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et puis nous allons revenir sur cette rencontre d'hier. Les éléphants ont battu les léopards de la République démocratique du Congo sur un score de 2-1. La Côte d'Ivoire prend ainsi la 2e place du groupe D après cette rencontre de Kinshasa. Les éléphants de Côte d'Ivoire avaient une échéance importante ce samedi 11 octobre. Après leur lourde défaite face au Cameroun, nos pachydermes se devaient de relever la tête pour cette 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Et d'entrée de jeu, ce sont les Ivoiriens qui se montrent plus entreprenants en se créant plusieurs actions. La sélection congolaise est déstabilisée par les multiples assauts à répétition. Kassoussoula bouscule Yaya Touré dans la surface de réparation. Penalty signale l'arbitre. Le soin de l'exécution de ce penalty est laissé à Bonnie Wilfried qui bute sur le portier congolais. Mais à la 24e minute, il se fait pardonner en ouvrant le score. À 1-0, les Congolais croient encore en leur chance et font même basculer le pourcentage de possession de balles. Mieux, ils égalisent grâce à Mongongu sur penalty. Mais l'équipe ivoirienne reste pleine de ressources et la démonstration de Yaya Touré à la 83e minute lors de l'exécution d'un magnifique coup franc d'un tir enveloppé du droit est repoussée par Kidiaba. Mais Max Gradel, présent dans les 6 mètres qui avait bien suivi l'action, catapulte le ballon dans les filets congolais et redonne définitivement l'avantage à la Côte d'Ivoire. Malgré les jets de projectiles par les supporters congolais, la sélection nationale ivoirienne maintient son avance et se rassure grâce à ses 3 points pris à l'extérieur. La défaite contre le Cameroun n'était donc qu'un mauvais pas. Sur une pelouse synthétique archaïque, les éléphants ont réussi à battre les léopards chez eux avant le match retour prévu le mercredi 15 octobre à 17 h au stade Félix Houphouët-Boigny. Alors justement, pour ce match retour, monsieur le maire, un petit pronostic? 2-0 pour la Côte d'Ivoire. 2-0 pour la Côte d'Ivoire, d'accord. C'est sur nous les aimons bien, nos éléphants. D'accord, note d'espoir pour conclure ce 13 h. Merci d'être resté avec nous. Très bon après-midi sur RTI 1.